montez le volume et rendez-vous au premier virage. Généry, tentative de brassage de Roll, ça y est. Ah, il se tente de prévisible. C'était prévisible. Et Prost est champion du monde s'ils ne réussissent pas. Voilà, à repartir. Voilà, c'est là où il va, et il passe, et il se touche, et il s'accroche, et merde. Okay, Lewis, it's hammer time. Accélère! Toto? Yes. It's called a motor race, okay? Sorry? We went to car racing. It is unbelievable, guys. Can we do this for another 10, 50 years together? On a le droit de faire des erreurs, c'est un principe de base, c'est dans les erreurs qu'on apprend. Quand on fait 2 fois les mêmes erreurs, là c'est qu'on n'a pas appris. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue chez Barbecue F1 sur Barbecue Sport Club. Ça fait toujours un peu bizarre ce changement de nom, mais on va s'habituer. En tout cas, nous sommes à Miami pour le 6e Grand Prix de cette saison 2025. Et de quoi allons-nous discuter ? Eh bien, Team Lando, Team Oscar, toujours. Piastri a-t-il pris le dessus ? On va voir ça. On va voir ce qu'on en pense. Red Bull, y a-t-il un complot de la FIA avec un cadeau de naissance pour éviter les pénalités à Max Verstappen ? Gros débat. Ferrari, la saison est longue, mais la pente est dure actuellement. Quoi d'autre encore ? Chez Alpine, effet bœuf argentin, arrivé de Colapinto à la place de Douane. Mais j'ai appris qu'il y avait de nouveaux rebondissements il y a quelques minutes, quelques heures, je ne sais pas. On va en discuter aussi. En tout cas, autour de moi, Jacques Lafritte. Pour parler de tout ça et de bien d'autres choses, on retrouve Lance Niol, toujours avec en mode Ligue des Champions de foot. Comment ça va, Lance ? Bah, ça va mieux que les supporters barcelonais à l'instant T. Donc, mais bon, je fais pas le malin parce que je serai dans un état plus que douteux demain soir. Donc, on va dire que ouais, ça va toujours mieux que si j'étais aussi membre de l'écurie Ferrari. Oh. Avec nous aussi Takuma Sado, toujours pas en train de rentrer de vacances, on est d'accord ? Ma vie n'est qu'une rentrée de vacances finalement. Écoute, écoute, ça fait plaisir d'entendre ça. Il y en a qui ont bien de la chance, je te dirais. Et puis il y aura un petit peu de Sébastien Vettel avec ses infos de la semaine. Mais en tout cas, pour une fois, on a le plaisir d'accueillir 2 rookies dans ce barbecue F1 et ça fait plaisir. Et donc nous on accueille Suzanne Lou. Salut Suzanne. Enchanté. Salut. Yuki Arisa, c'est ça ? Exactement, salut. Le micro fonctionne, c'est super Yuki. Là on est bon là. Là on est bien. Alors on va commencer par les questions d'usage. Alors nous on a déjà répondu, donc faut écouter les premiers épisodes de Barbecue F1 de l'histoire de Barbecue Sport Club pour connaître nos réponses à ces questions. Mais je pense que ceux qui nous écoutent régulièrement le savent. Les questions d'usage, il va falloir que vous nous disiez votre pilote préféré. Alors ça peut être le pilote préféré actuel ou le pilote préféré de tous les temps carrément. Pareil pour l'écurie et puis aussi votre plus grand souvenir de F1, en tout cas ce qui est votre plus grand souvenir ou ce qui a pu faire que la F1 est un sport qui vous a passionné. On va commencer par Suzanne. Alors, mon pilote préféré de tous les temps, c'est Alain Prost, parce que je trouve que déjà c'est mon côté cocorico et puis je trouve que il est très intelligent. C'est un pilote intelligent et aujourd'hui encore, il donne toujours son intelligence de course. Enfin, même si chez Alpine, on l'entend un peu moins, mais c'est un sujet pour plus tard. Et actuellement, moi, je suis quand même plus team Hamilton. Yes. Même si j'ai aussi mes petits préférés chez les rookies. Personne n'est parfait. Non, je suis désolée. Et je sais pas, j'ai envie de mettre dans les plus jeunes, j'avais envie de mettre un ticket sur George Russell, mais bon, là, je pense que je suis encore en train de tout rechanger. Mais j'aime bien George, peut-être parce que je le trouve joli en fait. Mais c'est pas les mêmes critères que pour Alain Prost, manifestement. Chacun ses goûts de toute manière, mais c'est ça. Moi, je regardais la F1 quand j'étais petite au départ parce que quand ma grand-mère me gardait l'été,
j'avais pas le droit d'aller dans le jardin, enfin de quitter le salon tant qu'elle n'était pas réveillée et elle s'endormait devant. Et après les feux de l'amour le dimanche, pris. Et c'est comme ça que je me suis mise à regarder la F1 toute seule au départ, toute petite. Et on a un poster de Prost dans le garage. Donc je sais pas, c'était les années Ferrari, c'était les années Schumacher. Du coup, il y avait Schumacher à la télé qui gagnait, il y avait un Prost dans mon garage. Bah voilà, je suis une Corse de Nice. Donc, je suis team Ferrari. Mais c'est une histoire de cœur, même si je suis pas toujours d'accord avec ce qu'ils font non plus. Ok, non, c'est en tout Et cas, je sais plus ce qu'était la dernière question. Bah non, c'est pilote préféré, écurie préférée, ouais. Écurie, oui, t'as pas. Après, c'est Hamilton, Bah, c'est Russell. Ferrari, ouais. Je dirais, Ouais. s'il fallait mettre un billet, je le mettrais quelque part, mais je te laisse nous dire. Ouais. Bah, en tout cas, avec Lewis qui a rejoint Ferrari, tu devais être aux anges au mercato. Bah ouais, je pensais vraiment. Enfin non, c'est vraiment la charnière quoi. C'est soit c'est le meilleur truc possible en 2026, mais bon, je sais pas si je fais bien confiance aux clowns en rouge, même si je les aime. Mais c'est cool quand même. Et en plus, les photos étaient iconiques. Oui. Ils ont fait ça plutôt bien. Oui, Ok. ça c'est clair. Bon, bah super pour Hamilton. Franchement, t'as raison. Et puis maintenant, c'est au tour de Yuki de nous dire tout ça. Déjà, je suis super content d'être là et voilà, je préfère être carrément honnête dès le début. Je suis content qu'on m'ait proposé de venir, mais à la base, je me demandais, j'ai un peu l'impression de débarquer en touriste parce que je vais être honnête, je suis un enfant de Drive to Survive. Ah, mais Bouh! Non, Ouais, je sais. Alors, en gros, attendez, je vais me justifier pendant 20 minutes. Mais donc j'ai commencé à regarder ça parce que ma compagne regardait et je suis passé plein de fois devant en me disant franchement quelle perte de temps. Pour moi la F1 c'était le truc qui passait en fond chez mes grands-parents le dimanche, un peu comme ce qu'on vient d'entendre. Et moi j'en avais rien à secouer et j'ai fini par regarder 2-3 épisodes. J'ai fini par regarder une saison avec ma compagne. Ma compagne elle regarde pas plus que ça et en fait maintenant j'ai eu envie rapidement d'en voir plus. Je me suis mis à regarder les grands prix, à essayer de rattraper un peu l'histoire du sport qui est super vaste. Il y a tellement de gens à connaître, que ce soit dans les voitures, sur la piste et puis même sur le paddock. Il y a tellement de monde que c'est un peu vertigineux. Donc j'essaie de rattraper ça au fur et à mesure. Donc moi en vrai ça fait vraiment 3 saisons que je regarde les grands prix avec une assiduité, que je suis ce qui se passe à côté. Et je vais pas être très original, mais je suis arrivé un peu en même temps que l'éclosion de Piastri. C'est un pilote que j'aime bien suivre. Il a des qualités que j'aimerais bien avoir dans la vie, genre le côté un peu cool, un peu sous contrôle. Alors je sais pas comment. Alors cool, c'est au sens cool, c'est plus le côté froid. Quoi. Cool, c'est le côté ouais, c'est froid. Ça, exactement. C'est pas le côté cool, rigolo, détendu. Il a l'air plutôt. Non, c'est sûr que c'est pas lui que j'inviterais à une soirée ou un repas de famille, ouais, c'est clair, mais. Alors il faut encore que 2 litres de mojito, je pense, et puis peut-être. Il a déjà 2-3 petits moments où on sent qu'il y a un peu d'humour, genre quand il regarde ce mec s'écraser la gueule avec son jetpack et qui fait une espèce de grimace à la The Office. J'avoue que il y a un petit charme qui me parle. Après, sur la piste, voilà, c'est assez fascinant de regarder ce que je pense peut-être pouvoir devenir une domination avec ce que je comprends du sport, en tout cas. Une potentielle domination, on va dire, parce que les jeux sont jamais faits. Faut pas être. J'ai bien compris maintenant qu'il faut pas être dans la culture de l'instant, mais voilà, c'est un pilote que j'aime vachement suivre. J'ai pas encore d'écurie préférée, parce que je trouve qu'il faut que j'affine vachement ma connaissance du sport. Donc j'espère pouvoir faire ça avec vous. Je poserai des questions, et puis je pars pas de zéro non plus. J'ai compris des trucs, mais je préfère être humble dans ma démarche, quoi. Ok. Et ouais, donc. Écoute, on peut te proposer comme première écurie pour nous rejoindre. Après, tu grimperas les échelons. Tu peux avoir Super Aguri, Tolman. Arrose à la rigueur, Orange Arrose, bon voilà, mais c'est le début, c'est normal. Après, Monsieur est un athlète. Ok. Ah bah, on parle des écuries, mais j'aimerais, premier degré, appel aux gens qui écoutent, j'aimerais vraiment qu'il y ait quelqu'un qui nous dise, moi j'ai découvert la F1 en regardant les Grands Prix, j'ai adoré Orange Arrose ou Super Aguri, ça me faisait trop rire. Franchement, ce serait, parce que tout le monde a forcément un lien avec Ferrari ou la domination Mercedes ou plus récemment Red Bull ou avant Williams, etc. Mais c'est les écuries qui gagnent, tu vois. Est-ce que vraiment quelqu'un... Non mais c'est comme les fans du PSG, c'est pareil. Oui, mais tu peux te prendre de passion pour ces écuries un peu de... Alors,
J'aime pas Si Dios, je- tu vois, mais tu sais, ce petit charme qu'elle dégage, tu vois. Si je peux ajouter à ça, moi quand je suis débarqué, quand j'ai commencé à m'y intéresser, forcément Drive to Survive, ils en faisaient des caisses avec Gunther et Haas, et je m'intéresse particulièrement aux outsiders. Je fais même à côté de ça, c'est un truc qui m'intéresse dans la musique notamment, et je les ai un peu identifiés comme les outsiders, genre les mecs, bon c'est relatif, mais bon, qui doivent se développer sans thune, à qui il arrive des galères toutes les semaines, et ça m'a vachement parlé au début. Moi maintenant, je dois dire, mais Ouais, après, quand Ouais, mais Pardon, vas-y, Suzanne. non, c'est moi. J'avoue, moi en fait, j'avais un peu arrêté de regarder la F1 et je m'y suis remise en 2020 parce que j'étais en congé maternité et j'étais alitée avant le Covid. Et après, il y a eu le Covid. Donc, j'ai vécu un an de confinement. Puis juste avant, je m'étais pété la cheville. Enfin bon, bref. J'ai vraiment été confinée très, très longtemps et je m'étais remise à regarder la F1 à ce moment-là. Et j'ai découvert Drive to Survive après. Mais dans mon souvenir, Williams, ils n'étaient pas autant en galère. Et quand je m'y suis remise en 2020, c'était très, très dur pour Williams. Et j'avais beaucoup de tendresse pour cette pauvre écurie qui était dans la galère. Et je pense que c'est juste à partir de là que j'ai créé un lien émotionnel avec George Russell qui n'est pas à la hauteur de mon amour, mais c'est pas grave. Moi j'aimais bien Williams quand il y avait le sponsor Sega et que tu avais Démoni et Jacques Villeneuve dans les bagnoles. Donc Ah, mais ça, j'ai vu la victoire de Jacques Villeneuve. Moi, mais moi, ça faisait, donc, dans mon souvenir de F1, c'était Schumacher, Villeneuve, c'était ça, mon souvenir de crash, quoi. Williams a été sponsorisé par Sega. Déjà, je l'apprends, merci. Je vais aller voir des photos parce que ça a l'air incroyable. Ok. Maintenant qu'ils sont sponsorisés par Atlassian, j'ai mon mari qui bosse dans une DSI d'un grand groupe français et qui achète des trucs à Atlassian. Et depuis qu'il voit qu'ils sont sponsors partout pour Williams et que c'est genre aussi gros que le nom de l'écurie, il se dit qu'il les paye vraiment trop cher et que c'est de ma faute. Ok. Bon, en tout cas, on va quand même parler de ce Grand Prix de Miami. C'est un peu la perche tendue par Yuki sur Piastri, Norris, parce qu'au final, vainqueur de ce Grand Prix, Oscar Piastri, suivi de Norris. Il s'en est passé de belles pendant ce Grand Prix. Il y avait aussi une course sprint sur laquelle, pour le coup, c'est Norris qui a gagné. Mais c'était un peu concours de circonstances, bien aidé par la voiture de sécurité. Il s'est imposé deuxième Piastri. Voilà, statistiquement... D'ailleurs, Jacques, tu ferais gaffe, par contre, tu viens de prendre 5 secondes de pénalité pour unsafe release. C'est même 10 secondes pour certains. Oui. Du coup, c'était un sacré truc. En tout cas, ouais, donc... quatrième victoire en 5 Grands Prix pour Oscar Piastri. Troisième victoire d'affilée. On disait déjà sur les épisodes précédents, on avait déjà dit en fin de saison dernière que la lutte Piastri-Norris serait un sujet côté McLaren parce qu'on les sentait quand même bien dominants et dès le début de la saison c'était le cas. Ça ne fait que se confirmer. Je vais poser la question à Lance. Est-ce que Norris, qui était quand même vraiment pas en bonne forme à la fin du Grand Prix précédent d'Arabie Saoudite, est-ce que là il a un peu redressé son truc ou ça y est, il a compris que ça allait vraiment être chaud? Et quand est-ce que McLaren va devoir choisir? Tu fais beaucoup de questions. Non, mais je pense que là, au niveau du choix, ils auront même pas à le faire parce que Piastri va se détacher. Parce qu'il y en a un, c'est un pilote de Formule 1 et l'autre, c'est un gentleman driver. Et qui conduit avec des petits gants en cuir, avec un petit peu aéré, des lunettes Aviator et le casque aussi en peau, en nubuck, lacé avec une petite lanière en cuir. Tu sais, comme tu vois, il y a 50 ou 60 ans quand la F1 est née. Non, mais il y en a un qui comprend ce qu'il fait. Et l'autre, il lui faut 25 dépassements pour comprendre comment faire. Enfin, et même là-dessus, c'est qu'il y en a un qui a beaucoup plus de grands prix, de départ de Grand Prix. Il y en a un qui c'était sa 3e saison. Il a déjà plus de victoires que son copain. Ouais, donc après, c'est la voiture de cette année aussi. Enfin, tu vois, c'est des choses, oui, il y a même la voiture de l'année dernière. Donc au final, ils partent à égalité. Mais sauf qu'il y en a un qui normalement a 3 ans de plus d'expérience et l'autre il lui met la misère. Okay. Donc pour toi la messe est dite. La messe est dite. Ouais, bah moi c'est la messe est dite, oui. Et okay. Il y en a un qui est vraiment plus fort que j'identifiais
peut-être pas aussi rapidement, j'avoue, mais en tout cas quand tu fais le différentiel entre les deux, il y a même pas photo. Enfin, je disais en rigolant que mais un peu mes deux têtes de Turc, c'est Charles Leclerc et Lando Norris. Tu dis ça en rigolant, moi, mais tu rigoles pas en fait. Hein. je les mets dans les mêmes catégories. C'est des excellents pilotes, mais ils ont pas le petit truc en plus hargneux vicelard qu'ont les grands champions. Même Lewis, il y a que Lewis Hamilton finalement. Il y avait ce côté à la fois vicelard et gentleman. Alors que Max, c'est un gros vicelard. Tu vois qu'il a toujours sur les premières victoires, il passait au forceps. Quand il avait la meilleure voiture, il pilotait avec un petit doigt, il se permettait d'être propre. Et que on l'a vu l'année dernière, quand c'était plus compliqué, il a recommencé à mettre des petits coups de vis et des coups de pression sur les freinages. Voilà. Donc, mais voilà, c'est un côté. Donc pour moi, oui, Piastri, il a ce truc en plus. J'ai l'impression qu'il comprend plus vite aussi. Il a l'étoffe du champion, c'est ça que tu veux dire. Pour moi, oui, il a l'étoffe du champion. On va demander à. J'avais mis une petite piécette sur le fait qu'il était champion du monde en fin d'année et que c'était pas Norris. C'est juste, et puis on s'était posé plusieurs fois la question de savoir est-ce que Norris avait lui l'étoffe, puisque quand même la saison dernière a montré quand même qu'il avait un peu de mal à. Il a raté le coche l'année dernière. Sous pression. Suzanne, est-ce que tu partages ce que vient de raconter Lance il y a la saison, même si c'est une blague, mais en fait c'est vrai, la saison est longue. Comme on disait, Red Bull avant Miami la saison dernière, ils écrasaient tout, ils avaient tout gagné. Et puis ça s'est complètement renversé après, donc ça veut dire que c'est possible. Donc est-ce que ça peut arriver? Qu'est-ce que toi tu vois? Je pense que Miami est un peu un Grand Prix de déclic. Enfin, Piastri il est revenu sur cette saison 2025 en ayant compris de ses erreurs. L'année dernière, il était un très bon pilote, mais il faisait des erreurs que Norris ne faisait pas. Alors, c'était que sa deuxième saison. Là, cette année, j'ai l'impression qu'il revient avec un mental plus fort, de l'expérience. Et il m'avait pas autant impressionné pour le moment que jusque-là. Là, à Miami, ce qu'il fait avec Verstappen, et sans le comparatif avec Norris, mais c'est-à-dire que Verstappen, il freine toujours en dernier parce que les autres vont lâcher avant. Et là, il lâche pas, il le décroise et il le prend quelque part à son propre jeu. Alors après, c'est propre, c'est pas propre, on n'est pas tous d'accord là-dessus, mais je trouve que ça fait preuve d'une vraie intelligence de course qu'il n'avait pas encore montré. Et qui du coup l'appuie dans sa confiance en lui. Donc je pense qu'effectivement il est peut-être en train de distancier Norris et je suis pas sûre que Norris ait le mental pour ne pas être entre guillemets égratigné par ça. Donc je suis pas aussi catégorique que Lance, mais je pense qu'il s'est passé un truc à Miami. Peut-être plus que sur les grands prix d'avant où Piastri gagne en partie grâce à des faits de course. Enfin, et puis ils ont quand même, même s'ils n'arrêtent pas de dire que la voiture n'est pas si bonne, ils ont quand même la voiture super dominante. Mais Piastri a grandi très vite d'un coup là. Et Norris, c'était l'enfant chéri de McLaren. Quand Sainz c'est parti, un peu. Okay. Je les comparerais pas tout à fait, mais oui, il y a un peu de ça, effectivement. Comparaison n'est pas raison, mais c'est vrai qu'il y en a pas mal des enfants chéris sur lesquels on se dit que ça peut coincer un petit peu. Mais bon, sur Ferrari, on aura le temps d'en parler après. Après, on peut quand même noter que Piastri, sur les qualifications, il n'est pas encore là par rapport à même son coéquipier. C'est un peu évidemment, il y aurait des choses à améliorer. C'est pas fini. Yuki, t'en penses quoi de ça? Toi, t'as dit pilote favori, c'est Piastri, mais bon, il y a une lutte interne quand même. Comment tu vois les choses? Est-ce que il a grandi ton poulain? Carrément, je pense que depuis l'année dernière, moi l'année dernière j'étais déjà un peu dans le train Piastri. J'avais des petites frustrations et pour moi c'était clair que Norris avait le dessus. Cette année, je pense que ce qu'on vient d'évoquer là, cette séquence où les deux doubles Verstappen d'affilée. J'ai envie d'y voir un signe parce que, en effet, c'est vraiment, pardon, désolé, j'ai des petits problèmes de voix, mais c'est vraiment deux approches différentes. Et en effet, le Piastri le dépasse un peu à la Verstappen, hein, si je fais une bonne lecture du truc.
Et Norris derrière, il rame longtemps. Ouais, il y a ce truc. Le dépassement, pour moi, enfin de ce que j'ai pu voir, en fait, Piastri il prend juste plus de risques pour doubler Verstappen. Norris, lui, il a besoin de plus de marge. Moi, il me semble que Piastri, il a freiné 20 mètres plus loin. Enfin, il y a des choses comme ça. Oui, non, Piastri, il freine avant. Parce que justement, Max retarde son freinage. Donc, il fait un quasi tout droit. Et Piastri en profite pour le décroiser juste derrière. Il le passe comme ça. Ouais, il le prend par l'intérieur. Ouais, alors que justement, Norris essaie pendant toutes les fois de le passer par l'extérieur, dont une fois où il réussit, il met Max dehors, il est obligé de lui relaisser la place parce que sinon il se prenait une pénalité. Mais après, finalement, ça finit par passer parce que la McLaren est beaucoup plus performante que la Red Bull, qui a en plus bouffé à moitié ses pneus. On est sur une fin de style, donc finalement, oui, il l'a à l'usure, mais cet affrontement, finalement, cette hésitation fait que Norris perd du temps, et c'est un temps qu'il réussira jamais à récupérer jusqu'à la fin de course, et ce qui fait que Piastri finalement termine le Grand Prix en roue libre sans être obligé de forcer. Alors, ceci dit, je veux bien vos avis, mais c'est vrai que sur la fin sur la dizaine de derniers tours, Norris revient. Alors, est-ce que vous qui avez plus de connaissances du sport que moi, est-ce que c'est Piastri qui sait qu'il peut y aller tranquille et qui s'économise, ou est-ce que c'est Norris qui fait une manœuvre pour revenir et ça fonctionne, mais il reste pas assez de tours? Après, pour moi, Piastri, il a fait le trou après avoir doublé Verstappen. Verstappen a fait le bouchon sur Norris. Donc lui, il a fait tout son écart. Après, il a géré. Et puis, pour moi, je le vois comme ça, mais je laisse. Ouais, puis si je dis pas de bêtises, il a quand même eu un meilleur rythme en course toute la deuxième partie que Piastri. En tout cas, à un moment, je vais peut-être lâcher l'affaire, mais il est souvent plus rapide. C'est pour ça qu'il réussit mieux en qualif. Après, Piastri, une fois qu'il était en tête, il avait pas de dirty air, donc je pense que c'est aussi ça. Il s'est dégagé très très vite de Verstappen et Norris, il est resté coincé très longtemps. Ouais, c'est pour ça que grâce à finalement à Verstappen, il a eu un tapis d'une dizaine de secondes quasiment. Donc une fois que Norris s'est débarrassé de Max, ils se sont tirés la bourse. Il y a le meilleur temps allait de l'un à l'autre. Et après, au bout d'un moment, quand tu gardes, si tu te manges pas une seconde au tour par ton coéquipier, tu peux largement gérer, sachant que voilà le changement de pneus se fait au tour 29, donc quasiment à la moitié du Grand Prix. Quand tu vois déjà qu'avec les gommes jaunes, comme quoi cette McLaren, quand on dit qu'elle économise les pneus, c'est quelque chose de malade parce que ils ont étiré sur 29 tours des médiums et ils ont fini 29 fois 2, ça fait un petit peu plus, c'est pas la moitié, c'est un petit peu moins que la moitié, et ils ont fait le reste en hard pour finir. Et voilà, Piastri a géré. Si vraiment Norris était revenu, il aurait peut-être remis un coup, mais comme tu le disais avec le dirty air, dès que tu reviens dans les alentours de la seconde, de 2 secondes, voire 2 secondes et demie, t'es dans le dirty air derrière, donc tu finirais par bouffer tes pneus, et c'est extrêmement compliqué de redépasser si t'as pas un vrai gap de pneus entre les deux voitures. Parce que tu peux avoir une McLaren avec les autres écuries, mais 2 McLaren ensemble, là, c'était compliqué. Et on sait que Miami, si tu manges un petit peu trop les vibreurs, etc., tu perds la voiture, tu finis dans le mur. On en a vu en sprint, on a vu dans les essais, même dans les qualifs. Donc c'est pas un circuit quand même hyper facile. Ok. On va demander à Takuma le mot final de cette histoire de chez McLaren. C'est qui le chef? C'était gentil de me lancer sur ce sujet, vu que dans les précédents épisodes, n'hésitez pas à les réécouter sur toutes vos plateformes d'écoute, c'est formidable. Et de mettre 5 étoiles et un pouce sur... je sais plus, pas à commenter et à partager sur vos réseaux sociaux, n'hésitez pas. Je l'ai dit que McLaren devait très rapidement passer sur le cheval Piastri et miser sur lui cette saison, ce qui me paraissait déjà bien au-dessus.
Je pense que Norris, il prend un coup sur la tête parce qu'il a été le cheval de bataille de McLaren et qu'il se voyait bien avoir gardé ce poste et tout. Et je pense qu'il voit que Piastri débarque et que derrière sa gueule d'ange, c'est un assassin, au bon sens du terme. C'est-à-dire que s'il y a un interstice pour foncer, non seulement il va foncer, mais en plus ce sera clean. Parce que ce qu'il fait avec Verstappen pour le passer, c'est magnifique. Vas-y, va trop loin. Je vais passer, bravo. C'est intelligent, c'est pas d'erreur. Enfin, c'est vraiment clinique ce qu'il fait. Donc voilà, évidemment que McLaren doit aller sur Piastri et à voir si cette petite pause là avant le triple header qu'on va avoir de Grand Prix formidable, non, va faire du bien à Norris pour essayer de se remettre un petit peu la tête à l'endroit parce que ça se sent qu'il est très marqué dans ses interviews, dans comment il réagit par rapport à ce qu'il a fait, etc. On sent qu'il est assez atteint et je sais pas si dans sa tête il a pas déjà perdu le titre par rapport à comment il est et est-ce qu'il va réussir à rebasculer dans cette course parce que pour le moment ils ont la meilleure voiture et voilà, si Norris se remet la tête à l'endroit, il sera un vrai concurrent pour Piastri. Reste à savoir si McLaren pourra décider. Et d'ailleurs, on me dit dans l'oreillette que la pluie arrive d'ici 5 minutes à Miami. Je vous assure, ça arrive. C'est passé juste au nord, quoi. Et juste, ça fait pas un peu mal que Piastri, le traître d'Alpine, comme ça y est, champion, il n'y a pas le petit cœur tricolore qui saigne un peu, ou il n'y a pas de nationalisme en Formule 1. Pas de nationalisme. Je suis content pour lui. Je suis content pour lui, pour Piastri, t'imagines? Ah, moi aussi. T'imagines, il serait chez Alpine, là, le pauvre. Enfin, on lui demanderait de laisser Pierre Gasly passer devant lui, quoi. Donc, il aurait peut-être été remplacé par Alpine, Colapinto. de toute façon, depuis qu'ils ont fermé Viry-Châtillon. Attends, je t'entends plus, Suzanne. Non, si. Depuis qu'ils ont fait fermer Viry-Châtillon, oui, c'est Alpine. Alpine qui a donc son 6e team principal en 9 ans. Bravo. Non, c'est une vraie leçon de management. Je pense qu'on pourrait faire des cours de management sur le cas Alpine. Finalement, on va regretter à Pitbull. On peut faire des erreurs. Excusez-moi, c'est dans le générique. Excusez-moi, mais la phrase « on va regretter à Pitbull », vous pouvez pas dire qu'elle a pas été prononcée aussi ici dans des épisodes précédents. Non, mais il y avait aussi quand même une problématique de charisme et tout avec ceux qui ont suivi. Et puis après, il y a eu tellement d'erreurs. Et là, on parle de Piastri, du départ de Piastri, mais c'était déjà n'importe quoi. Et on l'avait dit. C'était pas que sur un sujet, c'était pas que sur même la vitesse ou le moteur. C'était visiblement à tous les échelons qui manque quelque chose qui fait que on est très compétitif ou pas. Même au niveau des contrats de travail, ils y étaient pas, quoi. Et là, visiblement, ça continue. Mais voilà, ils ont plus d'entraînement, ils ont plus de contrats à faire mois après mois. C'est cool. Ok. En tout cas, sur Piastri, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il égale des grands noms quand même de la Formule 1 pour gagner comme ça 3 grands prix consécutivement. Et il y en a pas beaucoup. Et il y a quelques titres de champion du monde parmi ces personnes. Donc, c'est dans la cool room qu'il a faite avec Hydro, Julien Febvre, il dit Piastri, c'est un des rares pilotes qu'il a vu où il sait qu'il sera champion du monde et ça l'a fait avec Verstappen, avec Hamilton. Et je sais plus quel autre pilote il dit quand j'ai vu Piastri, pour moi il va être champion du monde, c'est une certitude. Et quand tu le vois conduire, tu dis ouais, je peux comprendre que si un type qui suit les grands prix depuis une vingtaine d'années a vu très vite pourquoi il serait champion du monde, je peux comprendre que nous qui suivons quand même moins que Febvre, on puisse se dire après, pareil. Après, s'il a fait la cool room, il l'a fait il y a pas longtemps, il a probablement écouté Barbecue Sport Club avant de passer, quoi. Il l'a fait l'an passé. Oui, c'est facile. L'an passé. L'an passé, ouais, il l'a fait l'an passé. Ça marche pas. Cool room. Ça marche pas. Ça marche pas. Il s'est pas planté, hein. Il a pas dit, ouais, je pense que le prochain champion du monde, ce sera Bortoletto, tu vois. Il dit pas. Bon. Ok, d'accord. Alors, on va peut-être parler alors, j'avais annoncé des sujets, mais c'est aussi à vous de dire les trucs dont vous avez envie de parler, mais j'avais dit Red Bull. Alors, c'était aussi l'occasion, puisque Yuki nous disait qu'il voulait qu'on fasse un petit encart people sur la naissance du côté Verstappen. Mais est-ce que on n'a pas un peu de mensuétude côté Verstappen au niveau de la FIA sur les pénalités? Alors, on avait vu pendant la
le sprint, là, l'histoire de le unsafe release où il avait pris 10 secondes, ça, c'était tellement gros que là, on peut pas le cacher, mais dans ces manœuvres, justement, pour éviter d'être doublé, on avait parlé de, justement, les histoires avec Norris, notamment au premier virage, sur la course. Est-ce qu'ils sont pas trop gentils avec lui? T'en penses quoi, Suzanne? Si, clairement. Et puis, d'ailleurs, c'est marrant parce que Canal+ ne commente plus du tout les décisions à géométrie variable de la FIA. Cette saison, ils n'ont jamais parlé de la FIA. Je sais pas ce qu'il y avait dans les accords avec Liberty Media, mais Verstappen, on n'arrête pas de dire il est passé, il a freiné au dernier moment, il sort les pilotes par l'extérieur, ce qu'il a essayé de faire avec Piastri. De temps en temps, il prend une pénalité, mais c'est pas tout le temps pour la même manœuvre. Et c'est vraiment à géométrie variable. Et on dirait que on prend en compte que c'est Verstappen, il est, comme disent les autres pilotes, il est agressif. Et bon, voilà, il est comme ça. Alors, tant qu'il a pas envoyé quelqu'un dans le mur, ça passe. Je suis pas sûre qu'il y ait pas des pénalités plus fermes pour exactement la même chose avec d'autres pilotes. Et en même temps, l'année dernière, ils ont tellement fait de cas par cas, on fait un peu, on fait plus, là on met 5, là on met 10, que il aurait tort de se priver. Puis il l'a dit là, je crois que dans les interviews là, post Grand Prix de Miami, il a dit de toute façon, j'essaye, j'ai pas grand chose à perdre, on verra si la pénalité elle tombe ou pas. Okay. Mais c'est logique. Donc moi je trouve que ils sont pas cohérents avec, ils sont pas cohérents tout court, souvent, mais particulièrement avec Verstappen. Ou alors c'est parce que Verstappen il fait plus de trucs à la limite du règlement. C'est peut-être ça aussi. C'est un pilote qui joue avec le règlement et c'est aussi pour ça qu'il est très bon. Donc peut-être que ça se voit plus sur lui. Mais je trouve qu'il manque de cohérence et de constance au niveau des commissaires. Est-ce que tu partages ce jugement, Yuki? Carrément. Et puis en tant que, je veux dire, jeune spectateur de F1, j'essaie de capter le règlement et j'avoue que je comprends mieux je comprends mieux les pénalités type Yuki Tsunoda roule trop vite au stand. Que les pénalités de Verstappen, j'avoue que je prends des notes pour essayer de faire un petit historique histoire de voir où on en est, quand est-ce que ça passe, quand est-ce que ça passe pas. Et j'avoue que je suis encore un peu confus à l'instant T, là, j'ai pas encore tout compris, mais j'y travaille dur. Je crois que c'est subjectif. Il y a la règle et l'esprit de la règle. Et je crois que c'est pas facile. Takuma, toi, t'as tout compris, on est d'accord? Moi, ce qui me provoque une certaine brisure des gonades, pour rester poli, c'est cette espèce de règle tacite qui existe en mode ah non mais c'est le premier tour, du coup on n'est plus laxiste. C'est ça, exactement. Non mais ça aussi, il faut quand même vraiment aller se faire voir chez les Grecs pour rester encore une fois pour les oreilles chastes qui nous écoutent, parce que ça justifie tout et n'importe quoi parce que c'est le premier tour. Bah non, je suis désolé. C'est le tacle par derrière. Tu mets pas de jaune ou de carton rouge au foot parce que c'est les 3 premières minutes, parce que c'est la première faute. Ouais. Non mais non, il y a pas carton rouge sur la faute parce qu'il était hors jeu, donc il y a hors jeu avant. Bah non, l'autre il lui a pété la jambe. Je sais pas. Enfin. Mais ouais, moi c'est ce qui m'énerve le plus avec Verstappen, c'est que très souvent en fait il a une mansuétude des commissaires parce que ça arrive dans le premier tour et qu'il y a cette espèce de règle qui n'est pas dans le règlement mais qui est un peu une règle collégiale, je sais pas comment ils ont décidé ça, qui veut que au premier tour et au premier virage on let them race, le fameux let them race. Oui, mais bon. Il y a fait de course et sortir tous les autres dehors, quoi. Et Verstappen, il est plus proche de sortir les autres dehors que de la vraie bataille où tu sens qu'il y a quand même un peu des deux. Mais bon, c'est moi aussi. C'est ce qui me frustre le plus, si tu veux. D'accord. Est-ce qu'il a le droit de dire des grossièretés à la radio dans le premier tour, du coup? Du moment que c'est pas le F-word, ça va. Mais non, si, il va se prendre. Moi, je vais aller à rebours. Parce que justement, je trouve qu'il y a à rebours, c'est une petite bourgade de l'Est de la France. Et non, mais moi, justement, c'est-à-dire que là, il y a de la cohérence. Parce que bizarrement, Piastri qui sort tout le monde au premier tour à Jeddah, on a entendu des trucs. Piastri qui sort Kimi à la course sprint, on a entendu des trucs.
Bah non. Donc finalement, il y a de la cohérence actuellement, c'est-à-dire que, et peut-être malheureusement, comme le soulignait Takuma, c'est qu'aujourd'hui, sur les, on va dire, 2-3 premiers virages, il y a une mansuétude, on va dire encore plus sur le premier virage. Mais vu que Miami, c'est particulier parce que tu as un premier, deuxième virage qui s'enchaînent, on peut considérer que c'est un ensemble. Si tu étends jusqu'au premier secteur, allez, si tu vois un petit peu plus large, il y a une certaine mansuétude à pouvoir forcer un mec à aller faire un petit tour dans le bac à gravier, surtout s'il n'y a pas de gravier. Si tu le bloques, là, il y a peut-être une pénalité. Mais justement, sur cette dernière course, il y a une cohérence. Et alors après, qu'on soit finalement d'accord ou pas, et où s'arrête justement ce Let Them Race, c'est le premier tour, le premier secteur, s'il y a un petit peu plus. Donc voilà. Ouais, pour moi, il y a une cohérence. Est-ce qu'on joue et justement, c'est ça qui est étonnant. Est-ce qu'on mais, joue mais on a parlé de celle de Max Verstappen, mais on n'a pas parlé de celle de Piastri sur Kimi le même week-end. Parce que Kimi, il se fait pousser dehors, il se retrouve troisième. Bon, en plus, c'est le pauvre Kimi qui se fait défoncer. Il fait un drive-through et donc il devait rentrer au stand. Et il fait un drive-through, donc il passe. Il est obligé de retourner au stand. Donc le mec, il se prend, c'est comme si c'était pris une pénalité. Et là, pour le coup, les 10 secondes que Max il se le prend, et en après-course, il dit bah oui, là il y a pénalité, il y a rien à dire. Enfin, c'est normal. D'ailleurs, ça faisait depuis combien de temps que Verstappen n'avait pas marqué de points sur une course qui finissait 2016 2016, ouais. 2016, ouais. Donc c'est ça qui est assez énorme. Le seul moment où le mec, moment où le mec il marque pas de points, c'est quand il finit pas la course, quoi. Okay. Est-ce qu'on va avoir un arbitrage vidéo en Formule 1 comme on a dans le foot avec tout le succès que ça a un jour arrivé sur les dépassements? Bah vu le temps que mettent les mecs à juger, bon, c'est toujours moins longtemps que l'équipe. C'est hors compétition. Il y a des fois, tu sens que ça turbine, hein, parce que ils te mettent, tu sais, ils te font des teasings. C'est under investigation. Tu sais, tu vois qu'il y a l'étape d'après, il y a du suspense, et d'un seul coup, ils te disent, bon bah non, il y a rien. Ouais. Bon bah, on sait que voilà. Mais tu vois, si ça reste cohérent jusqu'à la fin de la saison, pourquoi pas? Et il y a peut-être certains circuits où tu peux, un circuit en ville, si le mec il te pousse dehors, tu finis dans le mur. Donc là, c'est plus compliqué. Sur d'autres circuits, s'il y a de l'herbe ou il y a du gravier, tu finis dans l'herbe ou dans le gravier, tu repars pas. Peut-être que le mec se prend une pénalité. Donc c'est compliqué. Mais je suis d'accord avec vous, c'est que sur cette mansuétude, elle va sur les pilotes en haut de la grille. Si Douane il fait ça sur Lawson, je pense qu'il se prend une pénalité. Là, on est tous d'accord. Ça risque plus. Ouais, c'est ça que je serais curieuse. Je regarderais, je sais pas, je vais peut-être demander un peu d'aide à l'intelligence artificielle, mais j'ai l'impression que tu vois souvent les bandeaux quand même des fameux incidents noted et après under investigation sur la fin de peloton. Hein. Et je pense que les pénalités elles tombent un peu plus à la fin. Alors évidemment, ça gêne peut-être moins le côté spectaculaire de la course et ça remet moins en cause. Enfin, les gens regardent moins qui va finir P18 et qui va finir P15, mais je sais pas. Mais ça serait intéressant. Je suis sûre qu'il y a plus de pénalités à la fin. Ok. Alors on va peut-être ouvrir un peu le gros dossier de ce Grand Prix quand même, au-delà de McLaren qui confirme quand même leur avance qu'ils ont au niveau des performances et puis après cette rivalité de pilotes sur laquelle se dégage une tendance. Red Bull qui est quand même derrière, mais on le dit, ils arrivent à survivre grâce au talent de Verstappen quand même, qui arrive à un peu faire des points avec une voiture qui est quand même inférieure. Sans parler de Tsunoda qui pour l'instant fait pas tellement mieux que ses prédécesseurs. Mais il y a un gros dossier Ferrari. Alors je disais la saison est longue parce que c'est un peu ce que dit Vasseur depuis depuis quelques grands prix, mais c'est vrai que la saison est longue. Mais là c'est quand même compliqué puisque au-delà des incidents, on avait quand même pour synthétiser, on est quand même Leclerc qui était derrière les Williams à la lutte derrière les Williams. Et c'est pas tout à fait là où on les attendait, en tout cas surtout avec le transfert du siècle. Ça y est, ils étaient déjà champions du monde constructeurs et puis pour titre pilote, on savait pas si ça serait le petit prince Charles Leclerc ou
la légende Hamilton. Et puis patatras, là ça y est, en fait, c'est remis à 2026. Mais pour pas mal d'écuries, j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui sont remis à 2026 au final. Plus les grands prix vont passer, plus on va nous dire que tout est prévu, tout est organisé pour 2026. Faut pas, on préfère s'économiser. Mais je vais demander à Yuki ce qu'il pense de la situation de Ferrari. On avait justement, il y avait eu Vasseur qui est arrivé, on s'était dit ça y est, c'est le cheval va se recabrer avec l'influence de Vasseur, et puis ça a l'air de coincer un petit peu. Ils n'ont pas annoncé qu'ils avaient fait une croix sur 2025. Au contraire, on a quand même une ambiance qui, même si a posteriori à la sortie de la course, on a Hamilton qui a beau dire qu'il était juste sarcastique, que c'est parce qu'il a envie de gagner qu'il n'est pas la personne la plus agréable à la radio. Mais c'est vrai que la réflexion, genre vous avez qu'à prendre le thé pendant que vous y êtes, ça fait sourire sur le moment, mais c'est vrai qu'on se dit que eux, pour le coup, c'est leur boulot, donc ça a pas dû faire beaucoup se marrer en interne. Comment tu vois la situation? Est-ce que ça va s'envenimer? Est-ce qu'ils ont du mal à gérer le fait d'avoir le Petit Prince et la légende qui s'affrontent avec une voiture qui n'est pas celle qu'ils auraient voulu? En tout cas, ils parlent d'évolution à venir, mais je crois qu'ils ont parlé d'évolution pour Barcelone, il me semble. Comment tu vois la situation du côté de Ferrari? Est-ce que on appelle ça, c'est quoi, le toit est tombé sur le chien? Je sais plus. Ouais. Bah déjà, comme j'ai eu du mal à arriver dans le podcast aujourd'hui et à vous rejoindre, j'avais prévu de vous dire que j'étais parti prendre le thé, mais j'ai pas eu le temps de la placer. Je suis vachement déçu. En tout cas, c'est fascinant de regarder cette dynamique-là, parce que je pense que tout le monde a eu la même réflexion quand Hamilton a rejoint Ferrari. On se demandait comment allait être la dynamique d'équipe, et en fait, je sais pas si le sentiment est partagé, mais j'ai l'impression pour l'instant, ils ont choisi de pas choisir. On est dans un espèce de consensus mou. J'imagine qu'il y a des erreurs stratégiques, c'est ce que beaucoup de gens dénoncent. Après, moi, l'année dernière, ça avait l'air de relativement bien se passer pour Vasseur. J'avoue qu'en plus, j'avais un petit billet Carlos Sainz aussi, en plus de mon billet Oscar Piastri. J'aime bien ces pilotes qui font un peu le taf quand on leur demande. Je trouvais peut-être que je me trompe, mais je trouvais que Carlos Sainz avait l'air de correspondre à ça. Et j'avoue que j'ai eu un petit sourire mesquin sur le dernier tour de la course quand Sainz s'est balancé dans la bagnole d'Hamilton. Mais sinon, ouais, non, c'est assez fascinant. Ouais. C'est vrai que c'est un sacré truc là, ce truc dans le dernier virage. Rappelle-toi que c'est lui qui t'a pris ta place. C'est un peu ça. C'est littéralement, le mec se jette dans son ancienne voiture. Ouais, le vengeur masqué. Voilà, sauf que il y avait la musique des Dents de la Mer par-dessus. C'était. Mais moi, j'ai entendu des gens qui reprochaient à Lewis la trajectoire, et que finalement c'était de sa faute. Ils avaient failli se tamponner. J'ai fait bon. Bon, pourquoi pas, hein. Il y a quand même, c'est ce que je disais pour rigoler, c'est quand je joue à Gran Turismo et que je fais le gros barbare sans les dommages, c'est ce que je fais sur le dernier virage pour finir premier de la course, quoi. Je tape dans le mec, je l'envoie dans le décor, et je gagne la course, quoi. Mais là, D'ailleurs, j'ai été étonné que les deux voitures s'en sortent miraculeusement bien. En effet, ouais. Parce que ça tape fort, quoi. Non, alors du coup, vas-y, pardon, Yuki. Et avant de rendre la parole à tout le monde, pour avoir un peu vos avis, parce que ça m'intéresse vachement, j'ai l'impression qu'ils sont un peu coincés dans une espèce de tout est devenu un peu moyen là cette saison-là, et qu'ils savent pas trop quoi faire de tout ça. J'imagine que c'est une vision simpliste du truc, c'est pour ça me intéresse de vous écouter là-dessus. Ouais. Eh ben, on va demander à Takuma ce qu'il pense de ça. Est-ce que c'est pas parce ils arrivent pas à être performants qu'au final ils s'engluent dans ce genre de soucis internes? Je pense que déjà ce qui leur change à Ferrari, c'est d'avoir un pilote avec du caractère, hein, parce que on n'aime pas. Leclerc, Sainz, c'est des bons pilotes, mais ils sont gentils. Carlos Sainz, déjà juste pour faire une parenthèse, c'était pas un dépassement, hein, c'est un assassinat ce qu'il a fait sur Hamilton. Oui. Je suis surpris qu'ils prennent pas 5 secondes pour le principe, histoire de dire quand même, je veux bien qu'on se batte, mais peut-être pas obligé d'aller le harponner gratos. Mais Ferrari, j'ai l'impression, j'exagère en disant qu'ils sont en panique, mais Hamilton, en fait, il sait ce qu'il veut, et en fait, il est septuple champion du monde, donc il a aussi du poids quand il demande des choses. Je pense que Ferrari, ils ont tellement un tel fonctionnement qui, pour le moment, colle pas avec ce que fait Hamilton, que déjà, il va y avoir beaucoup de questionnements aussi sur comment réussir à ce que chacun s'adapte à l'autre. On en avait déjà parlé un peu plus tôt, je sais plus sur quel Grand Prix, mais
Mais je pense que ça va être un facteur aussi important parce qu'on parle de la voiture évidemment, mais ce genre de choses avec Leclerc, Hamilton, etc. Ça doit se régler, ça doit se régler beaucoup plus rapidement. Et à l'époque de Mercedes, ça se réglait dans un quart de tour parce qu'ils savaient comment gérer, ils savaient que ça pouvait faire ça, etc. Alors là, on va dire, Ferrari joue pas le titre cette saison, donc il y a un peu moins de regrets de se dire ils perdent peut-être des points super importants pour. Non, là on voit que la voiture a aussi du mal à vraiment performer. Peut-être que les améliorations qui vont arriver, souvent elles arrivent dans cette période de Imola, Monaco et Catalunya. Donc peut-être que Ferrari va apporter quelque chose qui va leur permettre d'au moins se rapprocher du sommet. Et après, avec la qualité de pilotage d'Hamilton et de Leclerc, tu peux te battre pour aller prendre des gros points. Donc c'est à voir. Je ne serais pas surpris qu'il passe sur 2026 assez rapidement. Et je pense que le projet de base avec Hamilton était 2026, quoi qu'il arrive, et que cette année servait pour vraiment qu'Hamilton comprenne comment tout ça se passe, s'imprègne de la philosophie Ferrari et essaye de lui apporter aussi des connaissances et tout ce qu'il a pu apprendre côté Mercedes. Parce que c'est vrai qu'ils boivent pas beaucoup de thé en Italie quand même. C'est ça qu'il a pas. Non. Mais d'ailleurs, changement de réglementation, ça a l'air d'être un problème pour beaucoup de monde. Personne n'arrive vraiment à faire un moteur qui semble être au top pour la nouvelle réglementation. Je crois que c'est toute une galère. Et pareil, des premiers retours qu'il y a, beaucoup d'écuries sont en galère au niveau du poids. Donc, si jamais il y a eu les premiers rapports disaient que si une écurie avait peut-être un moteur un petit peu moins bon, mais qu'ils arrivaient à avoir une voiture beaucoup plus légère, ça pourrait compenser. Parce que vraiment, apparemment, c'est une vraie galère. On retrouve les galères du changement de réglementation dans laquelle on est actuellement, qui avait aussi été problématique pour certaines écuries qui faisaient des livrets carbone parce qu'on peut pas mettre de peinture, c'est déjà trop limite. Notamment Alpine d'ailleurs. Mais du coup, voilà. Et je serais pas surpris que donc Ferrari passe très tôt sur 2026 si ça semble être autant une galère à construire une voiture et un moteur qui tiennent la route. Surtout qu'eux, ils font leur propre moteur, donc ça rajoute une problématique. Ok. Suzanne, ton sentiment sur ce début de saison compliqué côté Ferrari, où il y a pas, c'est vrai qu'il y a quelques coups d'éclat quand même sur les courses sprint de Lewis, avec cette 3e place à Miami là. Il avait remporté la course sprint en Chine, mais c'est un peu léger quand même. La voiture n'est pas au rendez-vous alors d'un côté ils ont quand même réussi à remettre de l'ordre dans leur pit stop. Moi je revois toujours quand Sainz est arrivé chez Ferrari, il était encore chez Williams et je sais plus pourquoi il participait pas au Grand Prix puisqu'il avait dû sortir et ils avaient fait un pit stop à 10 secondes et il y avait eu un gros zoom sur sa tête où on se disait il disait mais qu'est-ce que je fais en allant là-bas. Ça ils en sont revenus cette année, ils ont quand même fait les pit stops les plus rapides pour le moment de la saison, ils en ont fait plusieurs à 2 secondes 2, donc on voit que l'arrivée de Vasseur joue beaucoup là-dessus, mais j'avais tendance à me dire voilà, ça avance, c'est fini les clowns en rouge. Et puis ils nous mettent 4 tours pour décider d'un échange de position. En plus apparemment Leclerc était pas au courant. Non, il n'était pas au courant. Donc c'est ils se parlent pas sur le muret des stands en fait. Si, il y avait parce que je crois que c'est Vasseur qui a dit que ils avaient discuté entre eux, mais sans les ingénieurs de course. Donc c'est dommage parce qu'au final ils abîment les 2 courses. Et puis je trouve que Leclerc s'agace de plus en plus. Alors peut-être que c'est aussi que il se sent plus de le faire avec Hamilton. Avant il était toujours il protégeait son écurie. Mais bon, je trouve que ça dégage pas il est très important et ça dégage pas de confiance dans le facteur humain. On a l'impression qu'il reste des dysfonctionnements sur la stratégie assez importante et que Ferrari va repartir dans ses 2 travers. Donc bon, à voir. Après, il y a aussi quand il y aura cette histoire des ailerons à Barcelone, ça va peut-être un peu changer la donne. Donc à voir si ça bascule après ça. Ils ont le temps de revenir un peu aussi, mais il faut parler du crash du crash de Charles quand même aussi. Le crash en tour de formation sur la course sprint.
qui quand même aussi. Là, j'ai envie de dire, c'est circonstanciel de la loose. Parce qu'ils sortent pile sur la grosse averse et ils roulent sur une flaque. Bon, ça tombe sur Leclerc, donc Lansignol avait sorti le champagne, puisque voilà, on sait son. Et en plus, il y a quand même le copyright sur le circonstanciel aussi. Oui, voilà, je lui rends hommage. Je lui rends hommage. Ok. Lance, tu veux réagir sur la situation de Ferrari En fait, moi, et tu peux comprendre aussi l'agacement de Lewis, parce que quand il était chez Ferrari, son ingénieur de course, c'était quelqu'un avec qui il parlait, il échangeait, qui pouvait prendre des décisions. Là, en fait, Pozzi et son copain, là, ils servent à quoi? I come back to you. I'll come back to you. Le mec, c'est ça. Et en fait, ils prennent l'information, ils la donnent à Vasseur, mais je pense que Vasseur, il a déjà entendu dans son casque ce qui se disait entre les deux, non? Oui, il lui faut un interprète qui lui parle pour dire les trucs. Et donc après, et c'est ça qui est assez hallucinant, et Suzanne l'a bien mentionné, c'est qu'à aucun moment dans tout ça, Leclerc est mis dans la boucle. C'est un truc de malade. Et en fait, Leclerc, il le dit, je reçois l'information, 100 mètres plus loin, je m'écarte. Pour le coup, et donc, en fait, c'est uniquement le management qui fait du n'importe quoi. Donc, en plus, là, même si t'es pas bon en stratégie, à un moment, je pense que les gars, on va poser un CV. Il va juste falloir qu'on apprenne l'italien pour que ça passe un petit peu mieux. Mais on peut tous postuler en expert en stratégie Formule 1 chez Ferrari. Hein. Parce que t'as un mec qui est en médium, l'autre qui est en hard. Ah, attends, on va se poser la question s'il vaut mieux laisser passer le mec en hard avant qu'il détruise ses pneus derrière son copain qui est en hard. Ouais. Enfin, à un moment, et les mecs qui réfléchissent. Enfin, et ça, même l'ingénieur de course, il n'est pas capable de prendre une décision ou vite demander à Vasseur en lui disant, voilà, Lewis en médium, il faut aller chercher Kimi qui est devant, on fait le swap pour pas cramer les pneus médiums. Ça prend 10 secondes. Ouais, en tout cas, Vasseur. Et encore, je suis un bavard. Ouais. Donc, c'est totalement hallucinant. Mais en tout cas, Vasseur, il a essayé de calmer tout ça en disant qu'ils avaient fait le boulot, que lui considérait qu'ils avaient fait le boulot. Je pense que c'était juste pour. Ouais, mais après, Vasseur, là, pour éteindre le truc. Mais là, on va l'appeler Monsieur Coué bientôt. Ça va être la méthode Coué. Il a bien tout restructuré à l'intérieur. Il a fait un gros travail à l'intérieur de l'écurie, c'est d'accord. Mais il y a un moment, il faut juste des mecs performants. Okay. Ou alors, on enlève les ingés de course et Vasseur parle directement avec ils mettent l'ingé stratégie et Vasseur, ça fait du pognon en plus pour l'écurie. Hein. Ça fait parce que là on est sur de l'emploi fictif. Hein. Ok. Donc, ok. Ouais. D'accord. Donc est-ce que ça va continuer de se dégrader c'est bon, Williams va prendre la place de Ferrari dans le top 4. C'est ça? Bon, peut-être pas jusque là, mais parce qu'il y a les évolutions qui vont arriver sur les premières en Émilie-Romagne et comme je le disais, c'est Takuma, plus les ailerons, qui pourraient peut-être aussi changer, la flexibilité des ailerons. L'impact sur l'Espagne. Williams, ils sont aussi déjà passés sur 2026, je crois. Donc, ouais, mais on parlait de McLaren, c'est peut-être ça. Peut-être que c'est ce que essaie de faire McLaren. C'est que toutes les évolutions qui vont arriver, c'était pour arriver aussi à ça, c'est que si ça ne modifie pas grandement les performances, si au lieu de jouer P6, P7, tu joues pas au minimum pour rattraper un podium, oui, il y a beaucoup d'écuries qui vont switcher sur 2026. Si au moins ils se rapprochent pas un minimum de McLaren, peut-être Red Bull, si Max reste à 10-20 points des deux papayes devant lui. Mais à part eux, sinon tout le monde va switcher. Surtout si, comme le dit Takuma, que tout le monde galère à mort pour faire une voiture qui rentre dans les clous pour 2026, quoi. Parmi les infos qui sont tombées pendant qu'on enregistre, alors c'est la presse italienne qui sort ça, mais ça apporterait des améliorations à Imola du côté de Red Bull. Si c'est pas suffisant, ça annonce que Christian Horner, il va prendre des vacances plus rapidement que prévu. Ah ouais? Apparemment. Il est pas en odeur de sainteté dans le groupe Red Bull déjà depuis un moment, et si ça continue à aller de mal en pis, apparemment c'est le fusible qui saute.
Alors, Ouais, tu prépares quand même, c'est l'année pour préparer le changement de réglementation aussi, donc changer. Mais bon, justement. Et pour garder Max l'année prochaine. Ou après. Je sais pas, je sais pas du tout. Alors là où j'ai tendance à pas trop y croire, il parlait d'Oliver Hawks comme remplaçant de... Donc voilà, bon, j'ai envie de dire. On n'est plus sur Radio Merguez & Co là, c'est du Barbecue Sport Club maintenant, Monsieur Sado. On arrête. Je vais vous filer le lien dans la conversation, vous irez voir. Mais bon, c'est comme je dis, c'est la presse italienne, c'est à boire ou à manger. Des fois, ils sont très très bien informés, puis alors des fois. Ouais, ils sont plutôt, ils ont le cœur rouge comme Ferrari aussi, donc ça leur va bien de voir le malheur chez les autres. Peut-être. Non, mais au final, ils sont peut-être meilleurs quand ils parlent des autres que quand ils parlent de Ferrari, la presse italienne. Donc, faut peut-être leur faire confiance s'ils parlent des Red Bull. Ok. Voilà, en tout cas, en parlant de Switch, on va peut-être parler quand même d'Alpine, puisque fut un temps, on était tous ultra méga contents d'avoir cette écurie bleu, blanc, rouge, même avant qu'il y ait 2 pilotes français, ce qui n'est plus déjà le cas, mais en 2025, mais ça a été le cas pendant quelques saisons. On a Esteban Ocon qui a été remplacé par un fils de pilote de moto. Je suis un peu méprisant en disant ça, mais en tout cas, Douane a été remplacé par Colapinto. Ça y est, on en parlait dès qu'il a pris le baquet. On parlait déjà du fait qu'il allait être remplacé. Et c'est chose faite. Et puis, boum, on apprend aussi en même temps, conséquence de ce choix probablement, que le team principal est remplacé. Ça y est, Oliver Hawks, il a démissionné et c'est notre ami Flavio Briatore qui prend les rênes, lui qui n'était pour l'instant que consultant, conseiller occulte du Vatican pour Alpine. Alors on disait, on se moquait d'eux au niveau, voilà, aucune stabilité. Donc voilà, quand ça marche pas, on change tout, on sait pas quoi. Est-ce que quand est-ce qu'ils vont être vendus? Je pose la question à Suzanne. Quand est-ce qu'Alpine est vendu? Je sais pas. Que pensez de la situation de cette écurie? Franchement, je pense qu'au milieu au plus tard, au milieu de la nouvelle réglementation, c'est fini. Ils ont plus. Enfin, je passe souvent sur l'A6 devant l'usine de Viry-Châtillon. Il y a encore un peu de lumière en semaine, mais bon, ils sont en train de tout démanteler. Je pense qu'aujourd'hui, ça les embarrasse sur la vente des Alpines de monsieur et madame, j'allais dire tout le monde, non, enfin bon voilà, des Alpines de ville. D'ailleurs, c'est marrant parce que maintenant, les gens, ils peuvent, je vois de plus en plus de bagnoles qui se mettent le A d'Alpine, mais sur un Kadjar. Ça peut, visiblement, c'est une option payante. Sur une Tesla, peut-être. Ouais, avec un truc je l'avais acheté avant. Mais donc, je pense qu'aujourd'hui, ça a déjà un peu une épine dans le pied de Renault. Ça leur coûte cher, ça performe pas. Il y a des tensions sociales, à mon avis, très fortes. Viry, c'était des contrats français, donc là, ils ferment, mais ils ont toujours pas réglé le sort des salariés français de Viry. Donc ça fait sans doute toujours un petit peu tâche dans le truc. Et puis j'ai pas l'impression qu'il y a un projet très très fort, quoi. Alors bon, bah c'est Flavio, il est capable de tout, mais je pense qu'il va prendre tout ce qu'il y a à prendre et puis ils vont un peu préparer la suite avec un repreneur. De toute façon, ça devient complètement déconnecté du groupe. À partir du moment où l'un des plus gros équipementiers automobiles français n'est plus motoriste de sa propre voiture, alors que quand même, il y a pas si longtemps, il motorisait d'autres écuries. Oui. Bon, voilà, en tout cas, je trouve que ça montre une dynamique qui est plutôt descendante pour le coup. Ok. Lance, toi qui es actionnaire, qui a peut-être des infos un petit peu plus croustillantes que nous, c'est fini Alpine, on arrête. Et puis de toute façon, c'est plus français. Ils traitent les salariés. En fait, c'est le diapason du traitement des gens de l'usine à Viry, avec aussi ce qu'ils font des pilotes, même des teams principaux. Quand on voit comment ça se passe, chacun est un mouchoir jetable. C'est aussi, voilà, est-ce qu'on partage aussi cette vision? On sait que c'est un monde rude que la compétition, mais là, quand même, c'est un peu, c'est pas chouette. Qu'est-ce que t'en penses, toi, en tant qu'actionnaire? T'as ton mot à dire?
Ah, t'étais quand même hypé. Alors après, quand tu commences à avoir plus de com que de résultats, c'est qu'il y a un petit souci. On se rappelle des présentations de la bagnole où tu avais des Zidane qui étaient là. Ça invitait quasiment tous les influenceurs F1. D'ailleurs, on n'était pas invités. C'est un scandale. Hein, un C'est petit pour ça que voyage ça n'a tout pas frais payé décollé. du côté de C'est pour ça Londres. que ça n'a pas décollé, que ça n'a pas pris. Bah oui, ils ont pas invité les bons. À un moment, faut dire les choses, quoi. Donc, fait. non, mais ouais, c'est compliqué là quand tu vois que le team principal se fait lourder. Donc c'est Briator qui reprend les trucs, mais il garde en plus son poste de conseiller donc, exécutif. Donc le mec, il va se conseiller lui-même. Qu'est-ce que c'est? Oui, enfin, ouais, bref. Et comme par C'est hasard, marrant. au même moment, on l'a dit avec Douane qui se fait dégager et Colapinto qui arrive. Colapinto qui est aussi géré par Flavio Briatore. Donc en fait, bon, voilà, c'est du business en veux-tu en voilà. On l'avait dit aussi la saison dernière, il y a eu les derniers grands prix qui ont fait que Alpine a fini assez haut dans le classement constructeur, mais c'était juste de la poudre aux yeux. Sur l'ensemble de la saison, c'est juste mauvais. Là, Pierrot est le seul à avoir mis des points. Il en met 7. Bon, on vient de dire autant que Sainz. Et on a dit que Williams faisait du bon boulot. Mais bon, de l'autre côté, Albon, il fait sa troisième meilleure saison, juste derrière celle qu'il avait faite chez Red Bull, avec ses 30 points. Donc, il y a quand même un écart. Et même sur la dynamique, il n'y a pas photo. Mais il y a des fois, t'as envie d'y croire, parce que sur certains Grands Prix, tu dis, putain, la voiture, les performances. Et Pierrot, il accroche une Q3. Bah, allez, let's go. Ça te fait espérer. Et après, bah, t'as un Grand Prix de Miami comme ça, où c'est l'anonymat complet. Alors peut-être qu'il y avait un peu en eau trouble. T'as le pauvre Douane qui se retrouve à faire des têtes à queue. Et enfin bref, c'est peut-être aussi le souci d'incorporer un rookie. On a vu que Colapinto c'était pas mal, donc ça sera forcément meilleur que Douane. Tu peux espérer. Mais tu vois, est-ce que déjà on parlait sur les autres de Bortoletto, lui il est chez non mais oui, mais chez Sauber. Donc tu dis, on parlait peut-être que certains abandonneraient et switcheraient sur 2026 si les améliorations sont pas au top. Qu'en est-il finalement d'Alpine? Est-ce qu'ils vont déjà amener des améliorations ou ils sont pas déjà tournés directement vers 2026? Et quid si 2026, on sait qu'Alpine avait déjà eu du mal à faire que la voiture, comme rappelait tout à l'heure Takuma, à être au niveau du poids. Donc si aussi ils ont un problème au niveau du poids, qu'est-ce qu'ils font l'année prochaine? Ils préféraient la performance à la fiabilité. On a vu ce que ça avait donné. Cette citation là aussi dans le générique. Voilà. Donc c'est un ensemble de choses. Après voilà, est-ce que ça fera partie de ces écuries qui finalement ne vendent pas complètement, mais prêtent l'écurie à quelqu'un comme a pu faire Sauber par le passé? On va peut-être arriver à ce genre de choses. Et comme le disait très bien aussi Suzanne, normalement Alpine, oui, tu essayes d'être constructeur, motoriste, tu propulses quelque chose en entier. L'année prochaine, tu as un moteur Mercedes. Donc finalement, t'habilles une coquille vide. Okay. Donc ça n'envoie pas des très très bons signaux, malheureusement. Quoi. Alors toi, Yuki, avec ton et on comprend d'autant plus Piastri qui a dû sentir tout ça et qui s'est barré en courant. Je pense que c'est la meilleure décision de sa vie. Ouais, quand il voit tout ça, mais il doit se dire, mais ce jour-là, quand j'ai dit non au baquet pour être troisième pilote, j'ai tout compris en fait. Il avait tout compris. Alors toi, Yuki, il a les tops d'un champion du monde, ce monsieur. Ouais, Yuki, toi qui a un œil relativement neuf sur ça, cette écurie française qui semble un peu périclitée, on n'en peut plus d'espérer des choses à chaque fois. Effectivement, on est déçus. Ouais. Est-ce que toi, tu arrives à continuer d'y croire ou est-ce que tu as jamais cru? T'as été clairvoyant. Non. C'était un peu le Piastri de Barbecue Sport Club. Ah bah je vais être le Piastri parce que du coup moi c'est comme je l'ai dit, c'est la 3e saison que je suis vraiment, j'y crois déjà plus, je sais qu'il y aura pas de miracle Colapinto, enfin c'est l'évidence même.
D'ailleurs, on peut se poser des questions sur Colapinto. Ça a bien commencé l'année dernière. On sait aussi comment ça a fini. Je suis un peu content pour Jack Doohan parce que c'est la fin de ce truc où il a cette menace de se faire dégager en permanence au-dessus de la tête qui se termine. Alors c'est dramatique que ça se finisse comme ça, alors qu'ils ont commencé à lui faire, en tout cas, on commençait à nous dire qu'il irait jusqu'à au moins la pause estivale pour avoir l'occasion de prouver des trucs. Là, on sait comment ça s'est terminé sur le Grand Prix de dimanche. Donc ouais. En, en tout cas, moi qui découvre encore un peu tout ça, le management d'Alpine, c'est vraiment un truc intéressant. Ouais. Ouais. Mais non, j'y crois plus. J'y crois clairement plus. Je demande qu'à avoir tort, mais voilà. Alors moi, il y avait quand même un truc qui m'avait qui m'a étonné dans cette gestion d'Alpine, c'est que je trouvais que le top management du groupe Renault était ultra impliqué dans la vie au quotidien de l'écurie. Ils étaient là tous les week-ends sur les paddocks et tout, et puis pour au final avoir un résultat pareil. Je trouve que là, je sais pas, je pense qu'il faut qu'ils se délestent de cette charge qu'ils ont tout vite, parce que là, ça devient ridicule en effet. Takuma, t'as quelque chose à ajouter sur Alpine ou sinon je te laisse traiter un sujet qu'on n'a pas abordé sur ce Grand Prix de Miami, parce que sinon on va faire 3 heures d'émission. Non, j'ai pas envie de parler d'Alpine parce que voilà. C'est ton fond d'écran qui suggère ce c'est adapté, c'est pour eux que t'as mis ça. Je ne suis pas heureux. Tu devrais changer. Je suis fan d'Alpine, j'ai envie de mourir, quoi. Quand t'es déjà fan d'Alpine, bon voilà. Mais t'es fan d'Alpine, t'es pas heureux, hein, c'est une certitude. Non, moi je veux juste parler du Grand Prix d'Adjar qui termine à rien de récupérer les points. Et ça me fait chier pour lui parce que depuis son arrivée, c'est pour moi le deuxième meilleur rookie. Bon, il y en a un qui me fait fermer ma grande mouille, c'est Antonelli. C'est vraiment, j'étais le premier à avoir des doutes sur le fait qu'il puisse être au niveau aussi vite et je me tais. J'avais tort. Il me fait mentir, donc voilà. Et Adjar fait pour le moment de très bonnes choses et j'aurais bien aimé qu'il récupère ce petit point de la 10e place. Donc voilà pour ce bon vieux Yuki. Et si j'aimerais qu'on ait quelques secondes de silence parce qu'une minute c'est long dans un podcast audio pour Aston Martin qui. On n'a même pas parlé d'eux une seule fois depuis le début. Ouais, je pense que ça en dit long. Depuis le début de la saison, tu veux dire. C'est vrai que je vous ai écouté. Non, au début, vous avez dit du bien de Lance Stroll, je crois, quand même. Oui. Alors, non, mais Lance Stroll a fait sa meilleure saison depuis longtemps. En même temps, c'est vrai. Ouais. Non, mais Lance Stroll a 14 points. Il est le seul à marquer les points de son équipe parce que Fernando Alonso est toujours à 0. Mais je sais pas, le cas Fernando Alonso est un mystère et un des grands mystères de la Formule 1. On dirait il serait dans un club de foot, on sait c'est le mec qui est remplaçant, qui veut pas quitter le club pour continuer à toucher son salaire. Lewin Kurzawa peut-être. Exactement. Donc après, est-ce qu'il se prépare pas pour 2026 Aston Martin, comme tous ceux qui sont pas terribles, c'est ce qu'ils racontent, non? Moi, dans ce cas-là, on pourrait demander à la FIA de faire une demi-saison. Au lieu de faire 24, on fait 10 Grands Prix, pas plus. Vu que tout le monde prépare 2026, on écourte un petit peu la saison et comme ça, vu si personne ne la joue, on va vite s'embêter. Déjà que Miami, on espérait tous qu'il pleuve pour qu'il se passe quelque chose. On remercie quand même les McLaren et Max d'avoir animé les 20 premiers tours. Et les 2 derniers tours avec Sainz et Hamilton. Donc, et d'ailleurs, on me dit que la pluie arrive dans 5 minutes. Faudrait que je mette ça en jingle sur ma machine. Est-ce que je peux avoir juste une pensée rapide pour Russell qui fait des podiums, qui enchaîne les podiums et dont on ne parle jamais aussi. Voilà. Alors nous on en parle à chaque fois. Il faudrait qu'on fabrique un mot, c'est faire une Russellite ou un truc comme ça. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, on n'en parle pas, mais il est sur la boîte. On sait pas pourquoi, on sait pas comment, mais il arrive en parachute quoi. Lance, tu as envie d'ajouter un truc sur ce Grand Prix? Non, à part féliciter Williams qui fait encore de belles choses, qui finalement
on se place clairement comme la 5e force du plateau. Et si Ferrari se bouge pas un petit peu plus les miches, peut même aller viser la 4e place, quoi. Donc, je sais que c'est osé, mais c'est le fameux en Jéroboam tout cas, de Champagne de Barbecue Sport Club. C'est ça. Donc, Williams non, numéro 4, ok. Non, quand même pas, parce qu'il on va faire des petits paris comme ça. Il y a pas mal de différences. C'est dans le différentiel, surtout que ça se dispute les parties où les points ne sont pas extravagants non plus. Donc, quand t'as Ferrari qui a déjà 94 points et que Williams en a 37, c'est difficile de les faire concourir dans la même catégorie. Mais en tout cas, ouais, ils sont là et ok. On va pas faire une recélite non plus. Il y aura récupérer un podium si tout se passe bien. Parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui sont là. Et sinon, fait assez rare, c'est qu'on a vu 2 moteurs péter lors de ce Grand Prix, ce qui n'était pas arrivé depuis un petit moment. Donc, et grâce à qui? Grâce à Ferrari. Et voilà. Et voilà. On a vu la fumée blanche. On a déjà vu la fumée blanche. Mais où ça pas c'est ça. Suzanne, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose sur ce Grand Prix de Miami après tout ce qu'on a déjà dit? Moi, je pense que c'est le Grand Prix de Kimi Antonelli. Alors, il le va peut-être pas comme ça parce que le pauvre, il part en pole en sprint et il part mal. Il se fait sortir. Il peut pas s'arrêter quand il pite, mais ce n'est jamais que son 5e Grand Prix. Et oui, il fait des erreurs, mais c'est normal. C'est un jeune rookie. Mais ça augure, s'il garde le mental, ça augure d'un truc assez incroyable. Et il m'a bien fait rire parce qu'il a dit, on lui a demandé, vous allez boire du champagne? Et il a dit, mais j'ai pas le droit aux États-Unis. Mais c'est pas grave, j'amènerai Valtteri. Alors, je lui souhaite d'être un peu moins Valtteri, en tout cas, d'avoir ce petit truc en plus que Valtteri n'a pas forcément eu. Mais en tout cas, Kimi Antonelli, impressionnant. Ah ouais. Et par rapport à George, t'as pas l'impression qu'il va un peu lui tailler les croupières? Si, il va le bouffer, je pense. Mais c'est quasi sûr. Mais en 2026, peut-être en 2020, en fait, ça va faire peut-être comme Piastri Norris. Ouais, peut-être. Il y aura le petit prince. Il y aura le nouveau petit prince qui va arriver. C'est Kimi. Ouais, ils vont faire un prince. Enfin non, je crois que le roi Charles là, il est devenu roi, mais comme quand on disait qu'il passerait pas par la casse-couronne et que son fils le doublerait. Oui, c'est ça. Ok, Yuki, à toi peut-être le dernier mot sur ce Grand Prix de Miami. Est-ce que t'as envie de nous raconter un truc de plus? Non, bah je pense qu'on a fait le tour. Je vais juste prononcer le nom de Haas parce qu'on l'a pas fait non plus. Voilà, comme ça on a été exhaustif et puis. Et Sauber, Sauber. Kick. Et Weckhardt. Exact. Enfin, on a parlé d'Adjar, mais. Yes. Mais voilà, non. Ok, très bien. Alors, c'est peut-être le moment d'écouter les 5 infos de la semaine. Mais alors, une seconde, parce que j'ai planté mon truc. Les 5 infos de la semaine de notre ami Sébastien Vettel. Écoutons ça. C'est box. Salut tout le monde, c'est Sébastien Vettel pour les 5 infos inutiles de la semaine. Je crois qu'après toutes ces années, la marina ne se remplira vraiment que quand la montée des eaux aura fait son travail. Williams a semble-t-il enfin compris comment brancher la pile qui se trouve sur leur carrosserie. Grâce à ça, il se dit qu'il gagne une 50aine de chevaux minimum. Je compatis avec les fans de Ferrari qui se réjouissent d'un dépassement d'une Williams. Je suis de tout cœur avec les tifosi qui risquent d'avoir besoin d'une bonne thérapie d'ici quelques jours. Le 1er juin, à l'occasion de la sortie de la Switch 2, retrouvez tous les pilotes dans des cartes avec carapace rouge et peau de banane. Pendant le tour de présentation des pilotes, voici la conversation entre Charles et son ingé. My car is full of Lego, like full of Lego. Must be the Lego? Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Sous l'ère hybride, seuls 4 pilotes ont remporté 3 grands prix d'affilée. Hamilton et Verstappen, bon ok cela on s'en doutait, mais aussi Rosberg et maintenant Piastri. Est-ce que ça démontre un truc sur la valeur de ce pilote? Seul l'avenir nous le dira. C'était Sébastien Vettel pour les 5 infos inutiles plus un peu de rab. On se retrouve au prochain Grand Prix. Ciao. Et voilà les infos, alors pas si inutiles que ça, de la semaine de notre ami Sébastien. On avait déjà évoqué cette
statistiques sur quels sont les pilotes qui avaient fait 3 victoires consécutives. Lui, il nous a fourni le détail. C'est cool. En tout cas, prochain Grand Prix d'Émilie-Romagne. Pas tout de suite ce week-end, mais le week-end d'après, on arrive sur un triple header derrière tout ça. Et c'est le moment tant attendu des pronostics. Parce que on finit toujours par les pronostics. Des pronostics qu'on arrive rarement à atteindre. Mais quand même, il y en a eu. Alors, moi, il me semble que pour une fois, je crois que j'ai eu le bon pronostic. Ah non, j'ai pas eu le bon pronostic. Quasiment pas. J'allais faire cocorico et tout, être content, mais non. Sur le Grand Prix d'Émilie-Romagne, la saison dernière, c'était Verstappen, Norris, Leclerc. Et donc, ça va être à nous de dire qui va gagner cette fois-ci. Lance, c'est Oscar Piastri encore, 4e victoire d'affilée. Ouais, je pense. Même si, Norris. Bon, après, tout dépend des qualifs. On revient toujours à la même chose. Mais quand même, on l'a dit tout à l'heure, j'ai quand même le sentiment qu'il a pris un petit ascendant, même si il y a 16 points entre les deux. Hein. C'est pour ça reste quand même très très mince. Mais je mettrais Piastri, comme le disait Gerhard Berger. Un pronostic ou une cote à 1,001, c'est tu mets Piastri, Norris et Verstappen, quoi. Okay. C'est plat du pied sécurité, tapine, XG à 0,99, quoi. Attends, mais moi c'était mon pronostic la dernière fois justement, Piastri, Norris, Verstappen. Ça a pas. Si il y a pas la VSC, c'est bon. Je vais demander à Suzanne ce qu'elle en pense de ce Grand Prix d'Émilie-Romagne. Moi, je pense victoire Piastri, mais je verrais bien une P3 d'Hamilton. Ouais, c'est peut-être un peu un rêve, mais comme à Silverstone, il était au fond du trou l'année dernière, et d'un seul coup, il nous fait une remontada parce que c'est chez lui. Bon, peut-être ça va lui donner des ailes d'être en Italie. Je dirais P1 Piastri, P2 Norris sans doute, et P3 Hamilton. Ok, pas mal, intéressant. Et on a oublié de faire un cocorico pour Dorian Pain, parce qu'on parle pas assez de la F1 Academy. Et après, souvent, on se réserve un temps à la fin une fois qu'on a fait tout ça, si on a envie d'ajouter. Après, c'est vrai qu'elle a quand même battu le record. Elle a quand même battu le record du 100 mètres papillon sur la deuxième course. Donc bravo à elle. C'était très belle performance sur la ligne droite. Bravo. Vas-y Takuma. C'est qui c'est comment ça sera quoi le prochain podium? Allez, vu que le plat du pied sécurité a été honteusement récupéré par Lens, je vais décider de prendre un petit risque et je vais dire que le podium ce sera Piastri, Russell, Verstappen. Et je mets pas Norris sur le podium. Ah ouais, décidément la haine. Ouais, tout de suite. Direct. Yuki, à toi de nous dire la vérité. J'allais jouer la sécu aussi, et puis mais je vais aller à l'encontre de mon billet et je vais partir du principe que, comme on l'a dit, Norris va reprendre du poil de la bête. Je le mets devant. Je mets Piastri, et j'avais presque le bon pronostic pour le Grand Prix qui est arrivé là, mais c'est Russell qui a gâché mon prono, et je l'avais prédit. Si vous retournez voir, je l'avais prédit, donc je mets Russell le 3e. Donc Norris, Piastri, Russell. Ok, très bien. Moi, je vais mettre Piastri, Norris. Piastri, Norris et Verstappen. Voilà. Non, mais je suis toujours olé. Là, j'ai décidé de me calmer. Je suis trop fatigué pour prendre des risques. Il faut conduire en sécurité avec le régulateur de vitesse, ceinture et tout ça. Et puis à moins de 80 km/h dans les stands, bien sûr. Ok, donc c'est maintenant. Si vous avez envie d'ajouter un truc. C'est peut être de la F1 ou autre chose, une recommandation à donner sur n'importe quel truc, la Formule 1, le sport auto, le sport, la culture, la poésie, des podcasts. Si vous avez envie de suggérer quelque chose ou un événement,
dans votre ville, allez-y. Lens, un truc à ajouter. Rendez-vous au Parc des Princes demain soir pour voir la qualif, c'est ça? Ouais, mais en tout cas, si vous aimez, si vous aimez le foot, commencez déjà par le petit Inter Barça là où l'Inter vient de claquer le 4e but dans la prolongation. Il y a 4-3, c'est sur cette double confrontation Inter Barça. Je pense qu'on est sur l'un des le duo de match iconique de la saison pour l'instant, quoi. Donc c'est pas mal, mais oui, rendez-vous demain pour se qualifier, pour justement aller défier l'une de ces deux équipes qui sont un petit peu talentueuses. D'accord. Suzanne, un petit truc en tout cas, merci pour cette première qui était une excellente première. Merci à vous, je suis trop contente. C'est la première fois que je fais un podcast. Écoute, c'était avec plaisir, franchement, c'est cool. Est-ce que tu as un truc à ajouter, à suggérer Non, moi, j'espère que par principe, évidemment, j'ai un Suzanne Mou, Suzy Wolf, si les gens n'ont pas compris. Donc, je soutiens à fond le travail de la F1 Academy. Et j'espère que le docu Netflix aura un peu l'effet de game changer que Drive to Survive, la première saison, a pu avoir. Faut pas qu'il y ait le Covid aussi en même temps. C'est ça qui avait bien aidé le truc, quoi. Ça a pu aider, c'est pas faux. En tout cas, j'espère que du coup, on verra, parce que là, quand même, il y a cette petite Verstappen-Piquet. Si avec un nom comme ça, elle n'est pas championne du monde de F1, rien ne va plus. Donc, il faut que les gens se mettent à la F1 Academy et qu'on voit arriver des filles en F1 pour que Lily Verstappen-Piquet batte son père et son grand-père en course. Intéressant. Yuki, un truc à dire? Bah non, je voulais vous remercier d'avoir laissé un newbie comme moi participer. D'autant que je fais du podcast tout seul dans mon coin, c'était cool de pour une fois faire ça avec d'autres gens. Okay. Et si des gens m'entendent et ont envie d'apprendre des trucs sur la F1, j'ai fini un livre il y a pas longtemps qui est un truc genre les 50 hommes qui ont fait la F1. J'ai même pas le titre exact, c'est pitoyable. Vous pouvez le trouver par des billets plus ou moins payants. Ça vaut le coup parce qu'on a plein de personnages super importants des débuts de la F1 qui sont expliqués, donc ça aide à se remettre à jour s'il y a besoin. Ok, très bien. Mais alors, si j'ai bien compris, tu fais toi-même des podcasts, c'est ça? Ouais, je fais un podcast qui s'appelle Musique Déviante et ça n'a rien à voir. Je parle de musiciens, mais ça va être genre des mecs qui font de la musique dans des citernes. Ou là, je viens de sortir un épisode sur un rappeur très bizarre, enfin pas bizarre, mais qui fait un truc qui ressemble à rien d'autre. Ou alors on va parler j'ai fait un épisode où j'ai poncé la discographie de Yoko Ono pour voir s'il y avait des trucs à sauver. Ça va être ce genre de démarche. Tu t'es infligé ça. On est d'accord. La réponse est c'est très compliqué. Je trouve quand même quelques titres, mais on m'entend devenir de plus en plus aigri au fur et à mesure de l'épisode. C'était pas facile, mais je voulais un peu aller à l'encontre du truc de Yoko la sorcière qui a détruit les Beatles, parce que pardon, c'est pas ce que je pense. Mais voilà, en gros, écoutez ça si vous êtes curieux. Je pense qu'il est pas mal ce podcast. C'est vrai que c'est un peu Vox Populi sur Yoko Ono, mais c'est vrai que je connais pas très bien son. Et elle est aussi artiste. Tu peux aller écouter cette super émission. Artiste, il me semble. Elle est aussi artiste. Ouais, c'est ça. Elle était plasticienne à la base et elle fait de la musique avec Lennon, ce qui ressemble plus à une suite de hurlements, même s'il y a des morceaux qui sont un peu plus des morceaux. Elle a fait plein de choses, beaucoup de choses très dures à écouter, mais des choses qui valent quand même le coup. Donc voilà, si vous êtes curieux, allez voir ça. Le seul truc digeste, c'est John qui a dû l'écrire. Non, elle a fait un album au début des années 2000 avec Sean. Et ils ont une approche un peu plus rock. Je pense que le mélange de leurs deux influences fait un truc plus facile à écouter. Mais en même temps, Yoko, elle avait un truc un peu genre je fais ce que je veux et je m'en fous, que je respecte. Et elle en a quand même pris plein la gueule à la fin des années 60 jusqu'à maintenant encore d'ailleurs. Donc c'est intéressant de voir la trajectoire qu'elle a eue. Ça sauve pas la musique, mais le personnage est intéressant. D'accord. Donc on écoute musique déviante alors, c'est ça? Bah carrément, c'est sur les plateformes. Allez vous faire votre avis. Takuma, vous voulez une breaking news? Allez, commande. Colapinto est chez Alpine. Bon, c'est pas ça la breaking news. C'est pas ça. Il y a encore un truc chez Alpine? Oui. Il a signé pour 6 courses. Oh. Il a même
Il est même pas jusqu'à la fin de la saison. Il est officialisé pour le moment pour 6 courses. Ah mais oui, parce qu'il y a l'autre mentoré de Briator derrière, au cas où. C'est qui? Lui, en fait, il a prévu, il doit payer ses impôts, un truc comme ça, et donc il prend une prime de recrutement à chaque fois. C'est le petit blond là qu'on voit sur les photos, je sais plus son nom. Ouais, j'ai oublié son nom, mais il y a un troisième au cas où. C'est Geoffrey? Bon, Non, allez. mais alors. C'est quoi ces trucs? Bon, on va devoir arrêter l'émission, je suis désolé, j'en peux plus. Non, mais on va pas se mentir que Colapinto titulaire pour les 6 prochaines courses, c'est exceptionnel. Alpine, C'est- la première écurie qui fait des CDD de pilote, c'est génial. C'est fantastique. Après le CDI de Lance Stroll, on a le CDD Made in Alpine, quoi. Donc, C'est incroyable. C'est magique. Peut-être que Théo Pourchaire aura 6 courses aussi, vu qu'apparemment ils font des roulements de 6 courses. On est Après, pas à c'est l'abri, peut-être hein. c'est peut-être un CDI de projet, tu sais, maintenant, même dans le droit du travail français, on peut faire des acrobaties. On a même des trucs comme ça Un dans la CDI fonction chantier. publique. Ah. C'est dire. Ok, bon, c'est sur ces commentaires sociaux que nous allons achever ce barbecue F1. C'est une première. Mais en tout cas, c'était un plaisir de partager tout ça avec vous. Et puis, on se donne rendez-vous dans 2 semaines après ce Grand Prix d'Émilie-Romagne. Salut à tous. Merci. Ciao, ciao. Ciao. Merci, au revoir. Au revoir.